Philippe Perromeno, bonjour. Bonjour Wilfried. Tu es ingénieur géologue, conférencier, auteur de nombreux articles sur les sels minéraux, Sur les minéraux en général. Voilà. Tu es l'auteur de 2 livres. Le premier, Le minéral et la vie. Et le deuxième, Soufre et sel, bienfaits de la nature. Et le troisième, celui-là qui est plus récent, où j'explique à la fois la chimie, enfin la chimie en lien avec la croûte terrestre, c'est-à-dire la chimie minérale, et en même temps la chimie dans le corps humain. Donc sciences naturelles, santé et vie. Tu es également l'auteur du blog AB Litho Veritas et du site chimienaturelle.info. Donc j'ajouterai les liens dans la description de la vidéo. Donc qu'est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené de la géologie à m'occuper des éléments chimiques et de la santé? C'est très simple, j'ai passé 17 ans comme ingénieur géologue un peu aux quatre coins de la planète, et pas mal de temps dans les déserts de la planète d'ailleurs, puisque le pétrole se retrouve généralement dans les déserts de la planète, ou alors en mer, ce qui est un autre désert puisque c'est un désert aquatique. Et il y a quelques années, je travaillais sur un projet pédagogique, et je voulais trouver le lien entre le minéral et le vivant. Et je voulais parler de la coquille d'œuf. Je me suis rendu compte à ce moment-là que personne n'avait jamais évoqué la coquille d'œuf, en tout cas pas pour expliquer pourquoi et comment elle se fabriquait. Donc je me suis intéressé à ce sujet, et de là et de fil en aiguille, je me suis mis à étudier tous les éléments chimiques dans le corps humain. Pareil, me rendant compte que dans les documentations publiées, etc., on parle de plein de choses en matière de santé, mais on ne parle jamais réellement des éléments chimiques dans le corps humain. Et j'ai visité le corps humain, donc les éléments chimiques dans le corps humain, comme un géologue, c'est-à-dire pas du tout comme un médecin ou un biologiste. Un géologue, c'est quelqu'un qui prend un élément chimique quand il rentre dans un système et qui est capable de le suivre dans tout le système, sans être obligé d'aller chercher dans le système. On va apprendre à différents endroits, on le voit passer, on le voit se transformer. C'est ce que j'ai fait dans le corps humain, avec, au bout d'une quinzaine d'années, une connaissance de la chimie du corps humain, qui m'a permis d'ailleurs d'écrire cet album. Album qui est complètement illustré d'ailleurs, puisque je me suis amusé en plus à l'illustrer. Il y a une page d'explication, une page d'illustration. Parce que quand on veut partager du savoir, il faut le mettre à la portée du plus grand nombre. Et de fil en aiguille, puisque en étudiant les éléments chimiques dans le corps humain, je me suis mis à réétudier les métabolismes. La santé, ça veut dire fonctionnement du corps humain. Si on étudie les composants du corps humain et les fonctionnements du corps humain, on étudie la santé. Ce qui fait que maintenant, je pense avoir un point de vue sur le fonctionnement du corps humain, donc sur la santé, qui est un point de vue différent de ce qui est entendu habituellement, mais en tout cas qui fonctionne et qui est très pertinent. Alors je crois savoir que tu as passé pas mal d'années dans le désert. Et donc la thématique que je souhaiterais qu'on aborde aujourd'hui, c'est sur le rôle des éléments minéraux en survie. Puisque quand on parle de survie, on nous explique comment trouver de l'eau, comment faire du feu, etc. Mais on parle rarement du rôle essentiel des sels minéraux, puisqu'à partir du moment où on se trouve dans une situation extrême, par exemple dans un désert ou au milieu de l'océan, etc., on va avoir des pertes de sels minéraux à travers la transpiration, à travers les urines, etc. Donc, est-ce que tu peux nous parler donc, de ça, à commencer par le sel, bien sûr? Alors déjà, si les gens n'en parlent pas, ça revient un peu à ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que malheureusement, on ne s'est jamais amusé à étudier les éléments chimiques dans le corps humain. On étudie les hormones, les enzymes, tout un tas de choses, mais l'élément soufre, l'élément calcium, il y a des grands inconnus, non pas que les gens ne savent pas, mais en fait, ça n'a pas été étudié. Ça n'a pas interpellé les gens. Alors, quand on se penche sur les traditions anciennes et sur les traditions des gens qui vivent dans le désert, j'ai vécu dans les déserts les plus chauds de la planète, le sultanat d'Oman, le désert d'Irak, le désert de Libye jusqu'au sud, enfin bref, des endroits qui sont, certains disent des enfers, pour moi c'est pas des enfers, on arrive à s'y habituer. Et là on va se rendre compte que dans tous ces déserts, pour les peuples qui y vivent, parce qu'il y a des peuples qui y vivent, le sel est très important.
Le sel fait partie des coutumes. Ça fait partie des coutumes, on a un bol de sel à disposition. Et en même temps, les gens mangent du sel. Alors pourquoi ils mangent du sel? On dit le sel, ça bloque les reins, ça évite de boire. Pas du tout. Le sel est une nécessité de vie parce que quand on transpire, avec la sueur, on va éliminer du sodium. Et c'est bien de boire de l'eau, on ne peut pas traverser un désert sans avoir de l'eau. Mais par contre, il faut aussi compenser en sel, sinon tout le mécanisme alcalin du corps humain se désorganise. Et le fait de prendre du sel va permettre de compenser cette perte en sodium qu'on a par la sueur, en tout cas, et garder un équilibre vivant qui ne va pas nous mettre en situation de déséquilibre et de fatigue. En mangeant du sel, on évite d'être fatigué. C'est le premier principe. Le deuxième principe, les gens pensent dans le désert qu'en mangeant du sel, bon, ça évite de boire, on évite de perdre de l'eau. Ça ne bloque pas les reins, c'est pas vrai. Ça, c'est un fantasme. En fait, ça va stimuler le fonctionnement des organes internes, le fonctionnement de l'estomac, le fonctionnement de la rate, le fonctionnement du pancréas, et on va avoir tous les mécanismes chimiques du corps humain qui vont bien fonctionner. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avaler du sel à pleine poignée, mais ça veut dire qu'en ayant du sel, une toute petite dose, là ça c'est les petites doses de sel qu'on voit dans les restaurants, machin, une petite dose de sel comme ça, on peut emmener des petites doses, on peut emmener une salière. L'idée, c'est avoir toujours des petites doses. Une petite dose comme ça, quand on n'est pas bien, quand on commence à se sentir fatigué, on prend une petite dose comme ça. On boit on n'a pas besoin de boire 10 litres d'eau derrière. On boit 2-3 gorgées d'eau, et paf, ça nous relance. Et ça, c'est vraiment un élément, on n'a pas l'habitude de l'expliquer comme ça. Je pense que c'est important que les gens qui vont se confronter à des risques extrêmes le prennent sous cet aspect-là, déjà qu'ils essayent, avant de se mettre en situation extrême, hein, qu'ils essayent, et quand ils vont voir le dynamisme que donne le fait de manger une pincée de sel, ils seront convaincus. C'est expérimental qu'on arrive à comprendre ça. Alors, à ce sujet, j'aimerais que tu nous parles de la traversée en solitaire d'Alain Bombard là, en 1952. C'est l'année où je suis né. Donc, Alain Bombard donc, a fait sa traversée en solitaire. Sur un petit bateau gonflable. Voilà, qu'il avait baptisé l'hérétique, voilà. D'ailleurs. Et donc, il raconte donc, qu'il a survécu en buvant de l'eau de mer. Alors là, on touche, je dirais, à un tabou, puisque on lit un peu partout qu'il ne faut surtout pas boire d'eau de mer, etc. Donc j'aimerais que tu nous parles de ça. Ne pas boire d'eau de mer, on peut boire de l'eau de mer. On mange bien de la soupe salée, on mange des mets qui sont salés, ça ne nous fait pas boiter. Par contre, il y a un mécanisme dont on pourra reparler éventuellement plus tard, c'est le mécanisme de la soif. L'eau salée, l'eau de mer, ne passe pas la soif. Ça veut dire qu'on va avoir tendance, quand on boit de l'eau de mer, à boire systématiquement sans arrêt. Parce qu'on n'étanchera jamais la soif. Alors que, si on fait l'expérience au contraire de la pincée de sel et de l'eau qui n'est pas salée, et qu'on va boire gorgée par gorgée, on va se rendre compte qu'avec une pincée de sel, 2-3 gorgées suffisent pour ne plus avoir cette sensation de soif. Ça, c'est une chose qui est vraiment énorme. Sachant que j'ai aussi lu Alain Bombard, son voyage, parce que comme il est né l'année, enfin comme il a fait cet exploit l'année de ma naissance, il y a des choses comme ça qui interpellent. Il avait deux choses, il a bu de l'eau de mer, mais il avait aussi un voile de récupération, où quand il pleuvait, il récupérait aussi de l'eau douce. Sincèrement, je ne sais pas s'il aurait survécu qu'en buvant de l'eau de mer. À la fin de son voyage, il n'y a plus de pluie, et il finit en buvant que de l'eau de mer, mais n'empêche qu'une bonne partie de la traversée, il a eu la chance d'avoir un tout petit peu de pluie, et donc de l'eau douce. Ça serait maintenant, on part avec des petites machines à dessaler l'eau de mer par osmose, etc. L'eau de mer, comme toute eau salée, on peut faire l'expérience, vous prenez une bouteille d'eau, vous la salez, l'eau de mer c'est salé à 33, enfin la densité c'est un 33, ça veut dire qu'en gros, dans 1 litre d'eau, vous mettez 330 grammes de sel, et vous aurez le dosage salé de l'eau de mer. Vous secouez bien, et puis vous essayez de boire. Vous allez voir que ça n'étanche pas la soif. Alors que vous prenez du sel, vous pouvez même prendre une demi-cuillère à café de sel,
vous prenez un verre d'eau, vous allez étancher la soif. D'accord. Si je peux me permettre, oui, en retournant le principe, beaucoup de gens qui ne boivent que de l'eau sans manger de sel se mettent en situation de désorganisation corporelle. Alors tu m'expliquais une fois quelque chose de très intéressant, tu me disais il y a la traversée du désert, et puis il y a après la traversée qui... Alors, il y a l'histoire de... Alors là, ça relève du stress. C'est-à-dire que quand on se met en situation extrême, on se motive. Et là, on va avoir, par la pensée, un blocage de l'émotionnel. Alors pareil, l'émotionnel, les gens pensent que c'est uniquement dans la tête, pas du tout. Il y a un mécanisme de l'émotionnel qui va se situer, chimique, hein, qui va se situer au niveau des glandes surrénales, et qui fonctionne avec le manganèse. Ça veut dire que quand on va être en situation donc, où on est dans la volonté, on va faire un blocage des glandes surrénales. Elles fonctionnent avec du manganèse, mais le blocage n'est que mental. Elles vont fonctionner quand même. Et l'appel de manganèse va nous toucher au niveau du métabolisme osseux, c'est-à-dire que ça va aller chercher du manganèse au niveau des lombaires. C'est un peu pour ça que quand on a un choc émotionnel, le lendemain on a mal au dos. Et quand on fait ce genre d'effort, le premier endroit où on va avoir mal, c'est mal au dos, dans le bas du dos. C'est pas parce qu'on a marché, c'est parce que sur le plan émotionnel, on a pompé du manganèse. Là, au niveau survie, si je peux me permettre, c'était ma prochaine question. Au niveau survie, il est très intéressant d'avoir de la pâte de noisette ou des barres de céréales, puisque le manganèse va se trouver dans le... Alors, une chose à comprendre, le manganèse, dans les plantes, c'est ce qui conditionne la photosynthèse. Donc, toutes les parties vertes du manganèse, d'une plante contiennent du manganèse. Et sans manganèse, une plante ne peut pas développer de racines. Ça veut dire que dans la coque des graines, on va avoir du manganèse. Le grain de café, le café il est noir parce que c'est de l'oxyde de manganèse. Ça veut dire qu'on peut emmener, le conseil que je donne, dans le désert, non pas du café à faire, mais du café lyophilisé. Le café lyophilisé amène deux éléments importants, il va amener du manganèse et du potassium. Le potassium qui va permettre de recharger les cellules. Pourquoi le café lyophilisé Alors, le café lyophilisé, l'intérêt, c'est que justement, on a lyophilisé du café, c'est-à-dire qu'on a pris des cellules, en lyophilisant du café, on concentre le taux de potassium. Et or, le potassium, c'est ce qui conditionne l'intérieur de la cellule. Le liquide extracellulaire, il est essentiellement en contenant sodium, et l'intérieur de la cellule va être du potassium. Si on se renforce en potassium, par exemple, on va diminuer le risque de crampe, on va diminuer un certain nombre d'éléments, et c'est pour ça que du café lyophilisé amène du manganèse et du potassium. Alors dans tes conférences, tu parles beaucoup de l'importance du soufre et du calcium, et notamment tu as une utilisation du plâtre qui est très surprenante. Non, c'est pas très surprenant. Que très peu de gens connaissent. Normalement, on retrouve ça dans le papyrus d'Hébert qui date donc des premières dynasties, 3500 ans, c'est quand même pas récent. Il est à Vienne, ce papyrus. Et en fait, le plâtre, c'est du soufre et du calcium. Les trois conditionneurs de la vie, les premiers conditionneurs de la vie, alors ça, c'est les 15 ans de recherche que j'ai fait sur le corps humain qui me permettent de l'affirmer, c'est 1, le calcium, 2, le soufre, 3, le manganèse. Ces trois éléments fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que dès qu'on a un déséquilibre de l'un, on va avoir un déséquilibre des autres. Le plâtre, c'est du soufre et du calcium, c'est du sulfate de calcium. On va se rendre compte que ces deux éléments ensemble, dans le blog, j'explique comment prendre un bain de pied avec du plâtre, par exemple, ou se faire des cataplasmes avec du plâtre, en mettant de l'eau avec du plâtre. Alors je sais bien que dans le désert, on va économiser l'eau, donc on peut se faire des emplâtres en mélangeant de l'eau avec un peu de plâtre. Il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Sur un coup, par exemple, sur une douleur, s'il n'y a pas de plaie, on va mettre du plâtre et on va sentir que ça soulage immédiatement. Sur de la fatigue musculaire, on se fait une application de plâtre. Sur de la fatigue oculaire, on se fait un masque tout autour des yeux, pas sur les yeux, mais autour des yeux, les tempes, le front, les joues. On se laisse 10 minutes et au bout de 10 minutes, on va se rendre compte que la fatigue oculaire s'en va. Pourquoi? Alors pourquoi les yeux? Petite précision, alors ça c'est une précision anatomique,
Les gens sont persuadés que le fer, c'est ce qui charrie l'oxygène dans tout le corps humain. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que le foie est rouge, que les reins sont rouges. Mais il se trouve que toutes les parties du corps humain ne sont pas rouges. Le cerveau est blanc, le blanc de l'œil, la thyroïde. On a un certain nombre de tissus qui sont des tissus blancs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fer. C'est pas le fer qui va charrier les nutriments et l'oxygène. Et là-dedans, il y a bien un élément qui va prendre le relais. Et l'élément qui prend le relais au niveau du cerveau, du blanc de l'œil, de la thyroïde, c'est le calcium. C'est-à-dire qu'en prenant du calcium de l'eau, on va se défatiguer les yeux. Le calcium et le soufre fonctionnent partout ensemble dans le vivant, que ce soit dans les plantes ou dans la matière animale. Et le plâtre, c'est le truc idéal pour se soigner, c'est soufre et calcium, d'une manière complète. Alors vous allez peut-être me parler de l'argile. Hein. Alors, donc dans le kit de survie, voilà, sachant le plâtre, et si on est... Sachant qu'on n'est pas obligé d'emmener un bocal en verre, on peut le mettre dans un sac en plastique. Et si on est dans le désert, par exemple, on n'a pas de plâtre? Ah, si on n'a pas de plâtre dans le désert. Alors, parce que j'ai aussi beaucoup vécu dans le désert, sachez qu'on peut trouver un substitut au plâtre dans le désert. Ça s'appelle les roses des sables. Les roses des sables, c'est quoi? C'est du gypse avec de la latérite, c'est-à-dire de l'oxyde de fer. Ça veut dire que si on écrase des roses des sables, l'idéal, ça serait de les faire recuire, mais si ça s'est constitué en rose des sables, c'est déjà qu'on a eu un produit anhydre, donc sans eau. Et le principe même de la fabrication de la rose des sables, c'est du gypse anhydre qui a été transformé en poussière, qui s'est réaggloméré avec de l'humidité ambiante. Donc on reprend la rose des sables, on l'émiette, on met de l'eau avec, et on va avoir comme de l'application de plâtre, avec un double avantage. Ça va presque être meilleur que du plâtre de Paris ou du plâtre de modelage, parce qu'à l'intérieur, on va toujours avoir un peu d'argile. Donc on va avoir du silicium et de l'aluminium, et on va avoir un produit au niveau thérapeutique, enfin survie, qui va être fabuleux. Alors, et sinon, est-ce que tu peux nous parler donc du galet du soufre? Voilà, alors le soufre, là on a un morceau de soufre naturel. Alors le soufre naturel, il a un inconvénient, c'est que si on emmène du soufre comme ça, ça part en brioche, quoi. C'est-à-dire que ça va s'émietter. Et donc ça, c'est un galet de soufre de massage que j'ai réalisé en compactant de la fleur de soufre, avec un procédé que j'ai mis au point avec un de mes copains qui est médecin en Allemagne. Et avec ça, on peut se masser. Alors, c'est pas un ballon de foot, si on le met par terre, il va se casser, bien évidemment. Mais si on se masse, le front, une sinusite par exemple, on se masse autour du nez, elle s'en va en 20 minutes. Si on a des soucis de foie ou de digestion, on se masse sur la peau, pas sur la chemise bien évidemment, on se masse sur la peau au niveau du foie, au niveau du bas de la cage thoracique, et là on va atteindre tout le système sanguin, parce qu'on a la rate d'un côté et le foie de l'autre, et là on va se requinquer assez facilement, parce qu'il faut quand même savoir qu'on a plus de soufre dans le sang que de fer. Et le soufre étant le partenaire du calcium dans tous les éléments du corps humain, dans toutes les cellules du corps humain, en fait, quand on se masse avec du soufre, on se redope. On a des vieilles recettes, j'allais dire dans les campagnes françaises, mais qu'on retrouve dans certains pays, à savoir que quand on utilise de l'oignon, qui est une plante qui contient énormément de soufre, ou du chou, on a exactement les mêmes choses. C'est pour ça que, moi j'ai mis ça au point, c'est bien d'avoir un galet de soufre, mais si on n'a pas de galet de soufre et que dans le peu de nourriture qu'on a, on a un oignon, on ouvre l'oignon, on va faire une application au soufre exactement pareil. D'accord. Et sinon, je crois que tu prépares donc un 3e livre, et tu peux peut-être nous parler du thème... Alors le prochain livre, ça va être le calcium dans le vivant. Comme je vous disais précédemment, le calcium est l'oxygénateur de tous les tissus blancs. C'est quasiment passé sous silence de partout. Je n'ai pas inventé ça. Hein. À l'heure actuelle, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à des cellules qu'on appelle les cellules iliales ou astrocytes. Il faut savoir que le premier qui s'y intéressait, c'est celui qui a eu le prix Nobel en 1931. Il s'appelait Otto Warburg, qui a commencé à parler des premières manifestations du cancer en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, et en milieu acide, sachant que le calcium est un métal alcalin, donc basique, et que c'est lui qui oxygène ces tissus. On voit que la clé des métastases, au départ, c'est peut-être autour du calcium qu'il faut la chercher. Et depuis un certain nombre d'années assez récentes, puisque les prix Nobel de l'année dernière, c'était sur les astrocytes,
en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Et les astrocytes nous ramènent au développement embryonnaire, avec la crête neurale, etc. Alors là, c'est assez complexe, hein. Mais tout ça tourne autour de soufre et calcium. Et donc le prochain bouquin, enfin je suis dedans en ce moment, c'est pour passer l'inventaire complet de toutes ces cellules dans le corps humain, d'expliquer tous les mécanismes du calcium avec l'âge, depuis la grossesse jusqu'à l'adolescence, le développement, etc., les variations hormonales, parce que c'est un lien. Si on a la voix qui mue pendant l'adolescence, c'est pas parce qu'on grandit ou que soudain on a droit au diplôme d'adulte, c'est simplement parce que les cordes vocales sont en lien avec la thyroïde et que cette variation du métabolisme osseux va impliquer une variation de la voix parce qu'il y a une modification du réglage du calcium dans le corps humain. Cette modification du calcium, et c'est l'histoire des cordes vocales, nous amène à un autre détail. Vous avez voyagé pas mal dans le désert, cher ami. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la soif? Voilà, c'est un mécanisme dont on le prend comme un symptôme. La soif est un symptôme dans certaines maladies. Il y a des gens qui ne boivent pas, alors qu'il faut boire. Si vous allez dans le désert à plusieurs, vous allez vous rendre compte que sur un groupe, il y a des gens qui boivent, puis il y a des gens qui ne boivent pas. Ceux qui ne boivent pas, il faut les forcer à boire, parce que sinon ils se déshydratent et ils ne s'en rendent pas compte. Et en fait, je me suis rendu compte dans ce que, pareil, les investigations que j'ai faites dans le corps humain, avec la chimie toujours, qu'on n'avait pas expliqué le mécanisme de la soif. Il est en lien avec les cordes vocales, donc c'est en lien avec la voix. C'est pour ça que tous les gens qui travaillent sur le chant, sur les techniques respiratoires et la voix en même temps pour être en meilleure santé, se mettent en meilleure santé, mais pas simplement par les vibrations. On n'est pas simplement des violons, hein, il se passe des mécanismes de chimie. Et au niveau de la voix, des cordes vocales, les cordes vocales sont blanches. Je vous ai expliqué que tous les tissus blancs étaient oxygénés par le calcium. Les cordes vocales, les deux cordes vocales sont blanches et elles sont en prise directe sur la thyroïde. Ça veut dire que quand on avale du sel, c'est là qu'on va sentir la sensation de soif sur les cordes vocales. Et c'est là aussi où l'eau qu'on va faire passer dessus va étancher cette soif. Pourquoi? Parce que là, on a un réglage sodium-calcium, donc métaux-alcalins, qui est immédiat, à l'instant près et à la dose près, et qui se met directement en lien avec la thyroïde. Thyroïde qui, elle, va assurer le réglage à la fois du calcium, à la fois de l'homéostase, c'est-à-dire du taux de calcium dans le sang, et en même temps le réglage des liquides, c'est-à-dire si on fait fonctionner les reins ou si on ne fait pas fonctionner les reins. Et on se rend compte que ce mécanisme de la soif que personne n'a jamais expliqué, officiellement on nous dit ça a été abordé, mais et ça n'a jamais été, encore une fois, étudié de près, parce que, encore une fois, on n'a pas étudié de près l'importance du calcium dans le corps humain. Philippe Perromino, merci pour cet entretien passionnant. Merci pour ton accueil. Je rappelle l'adresse de ton blog, donc AB Litho Veritas, et donc ton nouveau site qui s'appelle chimienaturelle.info, mais je rajouterai les liens donc, dans le descriptif de la vidéo. Et alors je précise pour aussi que le galet de soufre, que les livres qui existent ici sont pas toujours faciles à trouver. Néanmoins, par contact sur Chimie Naturelle Info ou dans le blog, on peut vous envoyer, ils sont disponibles à Lyon, puisqu'il y a une boutique à Lyon où ils sont disponibles. Et on fait des expéditions pour les gens qui sont ailleurs. Parce que tu peux peut-être donner le nom de ta boutique? La boutique s'appelle Le Deux à Lyon. Elle est dans le Vieux-Lyon, ou Pierre de Chance. Je me permets pour les gens, enfin j'insiste un peu, hein, mais je profite de ton accueil, je me permets pour les gens qui s'intéressent vraiment à la survie, de recommander ce livre qui est très simple, parce que ce livre, en fait, c'est une suite qui explique réellement, d'abord, la chimie très simple. Donc pour ceux qui sont réfractaires à la chimie très très simple. Et en fait, ça explique ensuite tout le fonctionnement du corps humain. C'est-à-dire tous les éléments chimiques depuis la langue jusqu'aux organes. Ce qui se passe quand on va notamment avaler du sel, c'est expliqué. Ce qui se passe au niveau des glandes surrénales avec le manganèse.
ce qui se passe avec le calcium dans le corps humain. Et pour les gens qui s'intéressent, là j'ai expliqué aussi comment se fabrique la coquille d'œuf dans une poule, ce qui va nous amener au métabolisme de la grossesse, ça va permettre de les comprendre. Et je me permets de vous recommander ce livre parce que si moi je me suis intéressé à la santé en allant dans le désert, en ayant étudié un certain nombre de techniques très simples, du type acupuncture, etc., c'est parce que quand on se balade dans le désert, on ne peut compter que sur soi. Et si on ne sait pas comment on vit, ça va être très difficile de savoir comment on survit. On commence par savoir comment on vit avant de savoir comment on survit. Et j'invite tous les gens qui veulent partir dans des raids de l'extrême, déjà à bien connaître leur corps et savoir comment ça marche. J'ai emmené des équipes dans les déserts les plus, on va dire, les plus rudes de la planète. Le Sultanat d'Oman, je travaillais des ambiances de 55 degrés. Désert d'Irak, pareil. Le sud de la Libye, c'est exactement pareil. Quand vous avez la responsabilité d'une équipe, vous avez la responsabilité de leur vie. Et ça a été ma première motivation pour m'intéresser à comment fonctionne le corps humain. Ce qui fait que j'étais pas tout à fait étranger quand j'y suis arrivé à la fin. Voilà. On rappelle le titre, Sciences naturelles, santé et vie. On le trouve partout Enfin, on le trouve, il suffit de nous le demander, parce qu'il y a des points de chute à Paris, mais autrement, par le site Chimie Info, on vous envoie, puis il y a d'autres publications aussi, on envoie ça, et on peut se l'approvisionner dans la semaine, quoi, c'est pas... Voilà. Très bien. Merci Philippe. Merci Wilfried de ton accueil. Et puis, pour tout ce qu'on a dit, j'espère que ça aidera un maximum de gens. Et surtout, ça les aidera à être très prudents et à préparer leur voyage. C'est vraiment important. À bientôt.